présentement. Excellent, merci. Alors, écoutez, merci à tous de prendre le temps aujourd'hui pour participer aux conférences mémorables. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est Noa Bengayed, je suis directrice recherche, développement, qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'animer donc le webinaire d'aujourd'hui qui est rendu disponible et possible grâce au financement d'Eli Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement et la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, nous avons tout d'abord commencé par quelques petites questions logistiques. Donc, le son est obtenu soit via votre ordinateur, soit via le téléphone, avec donc les numéros d'appel qui vous ont été communiqués dans l'invitation. Et pour ce qui est actuellement donc de la présentation, vous devriez voir la caméra de Maître Marcellet et donc une fiche introductive. Alors, pour ce qui est de minimiser les interférences avec notre conférencier, vous êtes tous en mode sourdine lors de votre entrée dans la conférence et on gardera donc une période de questions-réponses à la fin. Donc, la présentation de Maître Marcellet va durer plus ou moins 45 minutes avec une période de questions et d'échanges à la fin. Alors, n'hésitez pas à ce moment-là à utiliser la boîte de questions-réponses ou la boîte de dialogue pour poser votre question. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir que d'accueillir Maître Marcellet, qui est notaire émérite. Il a été président de la Chambre des notaires du Québec pendant 13 ans, avant d'entamer son parcours dans la haute fonction publique québécoise. Entre 2009 et 2012, il a agi comme sous-ministre au ministère de la Justice pour ensuite présider la commission municipale du Québec entre 2012 et 2013, avant d'accepter le mandat de coroner en chef jusqu'en 2014. C'est au ministère de la Sécurité publique qu'il a poursuivi par la suite sa carrière comme sous-ministre de 2014 à 2016, puis comme sous-ministre au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. En 2017, Maître Marcellet accepte le mandat de coordonnateur gouvernemental du Bureau de la transformation organisationnelle de la justice. Et sa remarquable carrière lui a valu en mai 2018 d'être désigné récipiendaire du prix du Conseil interprofessionnel du Québec. Et le 16 mai 2018, le Conseil des ministres a nommé Maître Denis Marcellet comme curateur public du Québec. Alors, c'est un grand honneur et un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vous cède la parole. Et puis, surtout, si vous avez une présentation à partager, n'hésitez pas à partager votre écran. Sinon, ça sera une discussion de votre côté. Merci encore. Parfait. D'abord, je vous remercie. Bonjour à tous. J'ai eu une longue présentation, là, mais quand j'ai une longue présentation comme ça, j'ai l'impression que j'ai 82 ans. Alors, je ne suis pas encore rendu là. Permettez-moi, avant de commencer la conférence, de vous présenter la personne qui m'accompagne depuis 2-3 ans dans toute cette aventure de cette nouvelle loi-là. Julie Baillargeon-Laverne, qui est avocate, qui est l'adjointe exécutive du curateur, donc c'est vraiment mon bras droit. Et malgré tous les postes que j'ai occupés antérieurement, j'ai toujours besoin d'une personne qui a de l'expérience dans l'organisation. Elle est au curateur depuis 14 ou 15 ans. Donc, elle connaît tous les rouages de l'organisation. C'est important aussi pour moi d'avoir quelqu'un à qui j'avais confiance. Alors, toutes les conférences que nous donnons depuis fort longtemps, on le fait à deux, c'est plus dynamique aussi. Et ça nous permet d'échanger avec vous et surtout de répondre à vos questions. Alors, écoutez, sans plus tarder, toujours un peu plus difficile les webinaires parce qu'on ne va pas aux gens à qui on s'adresse, mais on va quand même procéder assez rapidement parce qu'en 45 minutes, tout ce qu'on a à vous dire, c'est peu. Je vais quand même, d'entrée de jeu, vous expliquer un peu c'est quoi notre organisation, le profil aussi de l'inaptitude au Québec actuellement, pour après vraiment, et dans un troisième temps, vous expliquer la loi très rapidement, la loi actuelle, les dispositions actuelles, loi qui date de plus de 30 ans. Et par la suite, là, on va tomber vraiment dans le cœur de la présentation. On va vous parler, moi et Julie, des nouveautés que la loi va amener. Je vous rappelle que la loi est adoptée
C'est notre anniversaire aujourd'hui, alors je suis content de fêter ça avec vous. La loi est adoptée le 2 juin 2021, donc ça fait 1 an que cette loi-là a été adoptée. 2020, c'est mon âge. Alors, 2020, et donc ça fait 1 an que cette loi-là a été adoptée, mais ça me permet aussi de vous préciser que cette loi-là n'est pas encore en vigueur. Elle sera en vigueur dans 1 an, en juin 2022, et le décalage de 2 ans est nécessaire pour qu'on puisse donner de l'information à la population, à tous les groupes, à tous les ministères, à tous les partenaires, pour que le jour J, le jour de notre en vigueur, soit en quelque part en juin 2022, ben, que tout le monde soit au courant au fait de la loi et qu'elle puisse être opérationnelle dès son entrée. Alors, voici. Je ne sais pas si vous avez, je pense qu'on a envoyé, Julie, cette feuillet-là. On a envoyé à votre organisation des feuillets qui résument la loi, qui parlent un peu du document de présentation du curateur. Je vais y aller quand même rondement. Et si jamais ce n'est pas assez clair, ben, vous pourrez toujours demander des précisions là, dans votre chat là, auquel on tentera de répondre à vos questions. Alors d'abord, le curateur public, c'est une organisation qui date de 1945. Nous fêtons finalement, c'est une année de festivité, nous fêtons nos 75 ans cette année. C'est une organisation auquel on retrouve plus de 800 employés. C'est marqué 700 dans votre feuillet, mais avec la transformation de la loi, on a gonflé le nombre de personnes qui travaillent pour nous au cours de la dernière année. Nous avons évidemment un siège social à Montréal, 4 divisions territoriales et on est répartis dans 11 bureaux, dans 11 villes différentes. Nos rôles, ben, on a 3 rôles. Premier rôle, c'est d'abord d'accompagner des tuteurs et des curateurs privés. Donc, lorsqu'un proche est nommé tuteur ou curateur d'une personne inapte, bien, nous, on est là pour les supporter, pour les aider, mais aussi, l'autre côté juridique, pour les surveiller leur administration. On agit aussi en arrière-ressort comme tuteur ou curateur à titre de représentant légal. Alors, lorsqu'il n'y a pas de proche pour agir comme tuteur ou curateur, bien, c'est nous qui rentrons en ligne et qui agissons à titre de tuteur. Et c'est lorsqu'on dit que nous sommes des représentants légaux des personnes qui sont déclarées inaptes. Et finalement, troisième mission, et c'est un peu ce qu'on fait encore aujourd'hui, sensibiliser la population à l'inaptitude aux besoins de protection. Je pense que c'est un volet fort important. On y a mis beaucoup d'accent au cours des 2 dernières années et on va en mettre encore davantage au cours de la prochaine année. Et encore une fois, je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est quoi le portrait des majeurs représentés par le régime public? Donc, les personnes qui sont sous une juridiction, ils sont habituellement en régime de protection depuis en moyenne 15 ans. Ils sont en plus grande proportion de sexe masculin, à 55 %, la proportion pas tellement si forte que ça. Ils sont âgés en moyenne de 61 ans. Ils sont majoritairement célibataires à 77 %. Ils habitent majoritairement dans une ressource d'hébergement au nombre de 80 %. Et je vous avoue qu'au cours de la dernière année ou de la dernière année et demie, ça a été un immense défi pour nous d'être en mesure, parce que vous savez qu'on fait des visites à nos personnes dont on est responsable et que comme les droits de visite étaient impossibles, ça a été un grand défi pour nous de toujours maintenir le contact avec les quelques 10 000 personnes qui sont dans les centres d'hébergement privés ou publics. Et ils possèdent en moyenne un patrimoine de 34 000 dont 40 % ont un patrimoine de moins de 5 000 $. Vous avez un topo un peu du portrait des personnes qu'on représente. Les causes d'inaptitude, je vais assez rondement parce que si vous avez le feuillet, vous êtes en mesure de revoir ça. Les causes d'inaptitude pour les majeurs représentés, 40 % c'est des déficience intellectuelle, 31 % c'est des problèmes de santé mentale, 20 % des maladies dégénératives et 8 % des maladies autres ou traumatismes graves. C'est quoi maintenant le portrait de l'inaptitude actuellement au Québec? Nous estimons qu'il y a autour de 160 000 personnes qui seraient inaptes au Québec. Parmi ces 160 000 personnes, il y en a près de 36 000 adultes qui ont une mesure de protection juridique. Puis ça se répartit comme suit, parmi les 36 000. 13 400 régimes publics. Donc, il y a 13 400 personnes où on est, nous, les représentants, le représentant légal de ces personnes-là. 9 600, c'est un régime privé. Ça veut dire que 9 600 personnes qui ont un tuteur ou un curateur privé et 13 000 mandats de protection qui ont été homologués. Donc,
il y a autour de 124 000 personnes qui seraient potentiellement inaptes, mais qui n'ont pas de régime de protection, qui n'ont pas une ouverture de régime, parce que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir un régime de protection, même lorsqu'on est inapte. Lorsque la famille a entouré cette personne-là, lorsque les biens administrés sont minimes, lorsque, en fait, l'environnement de toutes ces personnes-là se fait adéquatement, ce n'est pas toujours nécessaire de recourir à l'ouverture du régime de protection. Donc, il y en aurait autour de 124 000 qui n'ont pas de tuteur ou curateur officiel donné au terme de la loi. Maintenant, avant d'aller dans le projet de loi ou dans la loi, je pense que c'est bon de faire un bref rappel de la situation actuelle de la loi qui existe depuis 30 ans. Et il était grand temps, à mon avis, de venir actualiser les dispositions de la loi actuelle pour la rendre plus conforme aux attentes de la population et surtout aux besoins de la population. Alors, Julie? Oui, alors, on a différentes façons de protéger une personne actuellement au Québec. On a ce qu'on appelle les régimes de protection. Il y en a 3 sortes. Il y a le conseiller au majeur qui va s'appliquer à une personne qui est généralement apte, mais qui a besoin d'assistance pour l'administration de ses biens. On a aussi la tutelle. La tutelle va s'appliquer pour une personne qui est partiellement et ou temporairement inapte. Et on a le régime de curatelle que beaucoup connaissent pour les gens qui ont une aptitude totale et permanente. Donc ça, c'est les régimes de protection. On va voir plus tard qu'on est venu simplifier ces mécanismes-là aussi. On a ce qu'on appelle le mandat de protection, qu'on appelait anciennement le mandat en cas d'inaptitude. Alors, le mandat, c'est un contrat par lequel une personne majeure et apte va désigner à l'avance qui va s'occuper d'elle et de ses biens advenant son inaptitude. Donc, elle va désigner un mandataire. Pour que le mandataire puisse entrer en fonction, ça va prendre des évaluations médicales, psychosociales, qui va déclarer l'inaptitude et il va falloir passer par un jugement de la Cour supérieure pour que le mandat entre en vigueur. Donc, une fois homologué, le mandataire va agir pour et au nom de la personne. C'est vraiment de la représentation. Il va pouvoir signer et faire tous les actes que la personne pouvait faire auparavant. On a aussi ce qu'on appelle la procuration. Alors, la procuration, je pense que c'est un instrument que tout le monde connaît. C'est vraiment un contrat par lequel une personne majeure et apte va nommer une autre personne pour la représenter dans des actes, dans l'administration de ses biens. C'est aussi des pouvoirs de représentation et de décision, mais la particularité ici, c'est que la procuration reste valide tant et aussi longtemps que la personne qui l'a donnée demeure apte. Donc, il faut qu'elle soit en mesure de surveiller l'administration qui est faite de ses biens. Comme il n'y a pas d'intervention du tribunal ici, il n'y a pas de surveillance de quiconque, c'est important que la personne qui l'a donné puisse surveiller ce qui est fait de ses biens. Alors, ça fait un peu le tour du dispositif de protection actuel. Alors, là, on a parlé du présent, mais parlons un peu du futur très rapproché de la loi. En fait, ce n'est même pas le futur, c'est le présent, mais dans la vigueur dans un an, je me rappelle. Alors, il faut que vous sachiez d'abord qu'avant de se mettre sur la planche à dessin pour travailler de nouveaux projets de loi, on a d'abord établi entre nous, je dis entre nous, l'équipe du curateur et l'équipe du ministère de la Justice, les objectifs. Quel objectif on voulait viser par la révision? Je pense que c'est important de vous en faire part. Vous allez comprendre un peu toute la philosophie qui sous-tend l'exercice qu'on a fait par la suite, qui a fait qu'on a abouti à une loi dont on va vous présenter. Alors, c'est quoi les objectifs? Appelons ça les objectifs ou les principes directeurs qui nous ont guidés tout au long de la rédaction des 200 quelques articles de la loi. C'est considéré comme une loi, c'est costaud comme loi, c'est pas un petit projet de loi, c'est un immense projet de loi et le nombre de jours qu'on a siégé comme ça parlementaire en témoin. Alors, quels sont ces principes directeurs-là et ces objectifs? D'abord, on voulait répondre par la loi, par l'éventuelle loi, aux nouvelles réalités socio-démographiques. Évidemment, le vieillissement de la population et en fait, la situation de 30 ans et d'aujourd'hui est fort différente. On voulait aussi tenir compte des tendances internationales visant à reconnaître la capacité juridique de tous. Il y a une résolution de l'ONU qui est l'article 12, qui stipule que les personnes handicapées, parce que c'est le terme utilisé à l'ONU, qui comporte aussi les personnes inaptes, ne devraient pas être privées de l'exercice de leurs droits. Donc, ils devraient avoir la totalité de l'exercice de leurs droits en tout temps. Alors, on s'est inspiré, évidemment, de ces tendances-là. On voulait aussi donner accès à une mesure d'assistance afin d'aider les personnes à exercer leurs droits civils. Vous allez voir tantôt qu'une mesure phare de la loi qui va vous intéresser particulièrement, c'est la mesure d'assistance. On y portera peut-être une attention particulière là, dans les prochaines minutes.
on voulait aussi, par les principes directeurs, offrir aux personnes des mesures de protection adaptées à leurs facultés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on voulait d'abord faire en sorte qu'on puisse tabler sur les forces d'une personne, puis pas te tabler à prime abord sur les faiblesses pour établir un régime de protection ou pour une mesure quelconque. Alors, regardons d'abord les forces d'une personne, regardons ce qu'elle peut continuer à exercer malgré son inaptitude, puis après, on verra combler ses faiblesses par un régime de protection adéquat. Julie vous expliquera dans la tutelle modulée ce volet-là. Évidemment, prenez les abus et la maltraitance. Vous allez voir notamment que dans le cas du mandat de protection, on a rajouté encore 2 autres dispositions très importantes qui vont accentuer les mesures de protection pour la personne qui a donné le mandat. On voulait aussi, et ça c'est fort important, on voulait favoriser l'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité en tenant compte de leur volonté et de leurs préférences. En fait, pour m'exprimer autrement, l'axe central de la loi, des travaux qu'on a fait autour de la loi, c'est la personne. On voulait faire en sorte que la personne qui est sujet à une analyse ou à une ouverture de régime, qu'on puisse considérer cette personne-là comme une personne à part entière, avec toute la dignité que cette personne-là doit avoir. Et ça, vous comprendrez que c'est une façon d'aborder le sujet de l'inaptitude nouvelle d'une autre façon et en respect davantage avec la dignité de chacune des personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas actuellement. On a vraiment accentué ce principe-là pour mettre au centre de toutes nos réflexions la personne et considérer la personne comme une personne de part entière. Alors, première modification importante. Vous allez tout retrouver ça dans le feuillet là, qui je vais vous l'identifier. Loi modifiant le Code civil, là, vous avez ce feuillet-là et vous avez l'autre feuillet aussi pour le document de présentation. Alors, je sais que je parle vite, que ça va être rapide comme information, mais vous allez pouvoir consulter vos informations avec le feuillet. Les feuillets vont être partagés par la suite. OK. Donc, on me dit, je vois à l'écran que les feuillets, comme je viens de préciser, vont vous être envoyés après la conférence, dans les jours qui vont suivre la conférence. Bien, prenez pas de notes, vous allez avoir ça aussi dans le livre. Mesure d'assistance. S'il y a une mesure qui doit vous interpeller particulièrement, c'est bien cette mesure-là, qui est une nouvelle mesure, ça n'existe pas actuellement dans la loi qui est en application aujourd'hui. Cette mesure-là, évidemment, rentrera en force à compter du mois de juin 22, donc de juin l'année prochaine. C'est quoi? Ça s'adresse à qui, cette mesure-là? Alors, ça s'adresse à toute personne qui a certaines difficultés. Vous avez remarqué, là, dans cette mesure-là, nous ne parlons pas d'inaptitude ou d'aptitude. Ce n'est pas un régime de protection, c'est une mesure. Donc, ça s'adresse à toute personne qui a certaines difficultés, mais qui est en mesure de manifester son intérêt et son intention d'être assisté dans sa prise de décision et qui est en mesure, cette même personne-là, d'identifier une autre personne qui va agir à titre d'assistant. Donc, trois conditions. Un État, quelqu'un qui a certaines difficultés. Vous allez comprendre que cette définition-là est très large. Mais à partir du moment où cette personne-là, qui a même des difficultés, est en mesure de manifester son intérêt d'être assisté et de nommer un assistant, cette personne-là peut faire une demande d'assistance. Demande d'assistance qui n'a pas d'intervention judiciaire, donc on ne va pas devant les tribunaux, il n'y a pas de rapport psychosocial, il n'y a pas de rapport médical. Ça se fait entre cette personne-là et le curateur public. Il y a un formulaire qui va être sur notre site web, sur notre portail, ou entre la personne qui désire avoir une mesure d'assistance et au préalable, par des mesures préalables, soit par son conseiller juridique, le notaire ou l'avocat. Comme le mandat de protection, où il y a les deux alternatives, vous pouvez le faire aujourd'hui, votre mandat de mandataire, d'un avocat, ou en allant sur le site web du curateur. C'est la même chose, ça va être la même chose de mesure d'assistance. Évidemment que lorsque vous allez vous adresser directement au curateur, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, puis il n'y a pas d'intervention judiciaire aussi. Lorsque vous allez vous adresser à un conseiller juridique, bien évidemment, il y a le droit à ses honoraires. Ça sera un choix qui vous appartiendra.
Mais cette opportunité-là d'avoir la mesure d'assistance, on voulait que ça soit le plus large possible, que ça soit vers la majorité des citoyens du Québec. Alors, il y aurait des frais, des honoraires juridiques, mais ça sera négocié avec votre professionnel. Comment ça va fonctionner dans les faits? Alors, d'abord, vous allez sur le site web, le site web du graveur et vous allez voir un formulaire qui va être en langage clair, qui ne sera pas en 42 pages, là, qui va être simple, qui va dire, je résume essentiellement, je désire avoir mesure d'assistance, je désire être assisté dans ma prise de décision et je souhaite que telle personne soit mon assistant. Ce formulaire-là est signé par vous et par le futur assistant. Vous allez nous acheminer ça toujours par courriel, par voie ou par courrier pour ceux qui n'ont pas de système informatique. Alors, il y a toujours les deux moyens qui vont être toujours possibles. Donc, vous allez nous acheminer ça avec 3 documents. Donc, la demande, co-énumération de votre patrimoine. On ne veut pas avoir ça dans les détails. On ne veut pas que ce soit un comptable qui fasse un état vérifié de votre patrimoine, mais on veut savoir, nous, si comme assistant, vous avez un patrimoine de 3 millions de dollars avec 4 entreprises où vous recevez un chèque par mois du gouvernement. Nous, on va avoir le regard sur l'assistant peut-être un peu plus fréquent si vous avez un patrimoine important que si vous recevez un chèque et si l'administration peut être simple. Il faut juste vous dire d'entrée de jeu que l'assistant n'a pas de pouvoir de vous représenter. Ça veut dire quoi, ça? L'assistant ne pourra jamais signer pour vous, ne pourra jamais retirer des sommes dans votre code noir, ne pourra jamais faire quoi que ce soit où ça engage votre signature. La beauté de la mesure d'assistance, contrairement à un régime de protection, c'est que vous conservez l'entièreté de l'exercice de vos droits civils. Vous ne perdez aucun droit. Ça, c'est important. La conséquence de ça, c'est que votre assistant va être là pour vous aider à prendre des décisions, pour aller chercher de l'information, pour vous éclairer à prendre la bonne décision. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous recevez un avis de cotisation du ministère du Revenu. Bon, évidemment, même pour le commun des mortels, c'est compliqué, là, mais quelqu'un qui a certaines difficultés, appelez au ministère du Revenu ou appelez à un autre ministère pour obtenir des informations pour bien comprendre, savoir si je dois payer ma cotisation ou si je dois la contester. C'est compliqué. Faites le 2, faites le 3, faites le 4, etc. Il y a un langage citoyen hermétique qui appartient à chacun des ministères. Et là, si vous demandez aujourd'hui à votre fils, tu voudrais-tu appeler au ministère pour avoir plus d'informations? Qu'est-ce que je dois faire? Dois-tu payer ou je dois le contester? Il manque des informations, je ne comprends pas trop. Mais le fils aujourd'hui, s'il appelle au ministère, ben, la première question que le représentant va lui dire, est-ce que vous êtes le représentant légal? Bon, dans notre cas, il n'est pas représentant. Donc, est-ce qu'il y a une procuration qui a été signée, etc.? Alors, dans chaque cas, il va falloir faire des intervenants, voir qui justifient, qui vous fasse signer une espèce de procuration, de mandat, qui, dans chacun des intervenants, ne sera pas, va être répétitif. Avec la mesure d'assistance. Si la même situation se reproduit après une entrée en vigueur, vous avez fait part d'une mesure d'assistance, mais le même fils là, pourra appeler au ministère, pourra appeler pour avoir des informations au dossier médical, pourra appeler et avoir des informations au niveau de votre compte bancaire, pour vous transmettre ces informations-là, puis pour que vous puissiez prendre des décisions. Ce n'est pas votre fils qui va décider. C'est vous qui avez la capacité uniquement de décider. Vous ne pouvez pas faire en sorte que votre fils signe quelque chose pour vous. Là, encore une fois, c'est un pouvoir de représentation et d'assistance. Puis, je vous dirais qu'avec expérience, puis avec toutes les consultations qu'on a faites depuis l'année dernière, qu'il peut arriver fort souvent que ça soit suffisant. Là, je parlais d'une personne qui a certaines difficultés. Parlons de tous les proches aidants de ce monde. Il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont avec nous cet après-midi. Il y en a, selon les statistiques, à peu près 1 400 000 des proches aidants au Québec. Alors, un des problématiques de la proche aidance actuellement au Québec, c'est que les proches aidants n'ont pas de légitimité par rapport aux tiers. Je m'explique. Ils sont légitimes par rapport à leurs aidés, là, mais par rapport aux tiers, ils ne peuvent pas interpeller un partenaire ou un tiers ou une banque en disant « je suis proche aidant, je vais avoir l'information » parce qu'ils n'ont pas de légitimité, ils ne sont pas opposables à ces gens-là. Alors, nous pensons que
plusieurs proches aidants vont solliciter auprès de leurs aidés que ceux-ci puissent faire une demande d'assistance pour que les proches aidants puissent les aider adéquatement. Souvent, là, la proche aidance, la personne a souvent quelques difficultés, mais c'est plus compliqué, là, encore une fois, d'interagir avec les tiers. Alors, pour toutes sortes de raisons. Alors, donc, je pense que la mesure d'assistance va sûrement être fort populaire. Là-dessus, je vais vraiment vite, mais je vais tout vous dire. Je m'en excuse, mais j'ai tellement d'informations à vous dire que j'ai de la misère à prendre moi-même mon souffle. Mais là-dessus, moi, je pense que le fait que la mesure d'assistance va être légitimée par le biais d'un registre sur les assistants. Alors, le tiers qui va vouloir s'assurer que telle personne est assistant et est toujours l'assistant de telle autre personne va pouvoir consulter en ligne en tout temps, c'est un registre public qu'on va établir, pour bien s'enquérir que cette personne-là qui se présente devant le tiers et qui dit qu'il est l'assistant de tel autre soit bien l'assistant. Il y aura une façon de vérifier l'identité et tout, là, par un double clic pour les partenaires ou les intermédiaires qui puissent vérifier si c'est bien la bonne personne. Alors, le fait qu'il y ait un registre public, ces assistants, va rassurer sur la légitimité de chacun des assistants. Pour vous dire, alors comment ça va? Bon, une fois qu'on a reçu la demande, puis qu'on a reçu d'abord la déclaration de nos conflits d'intérêts, le patrimoine, puis une liste des 5 plus proches parents de l'assistant. Pourquoi? Parce qu'on va notifier à 2 des plus proches parents de l'assisté, pardon, 2 des plus proches parents de l'assisté, un fait que telle personne désire une mesure d'assistance, que nommer telle autre personne assistant. Avez-vous des objections sérieuses? On veut savoir si l'assistant que propose de nommer l'assisté, si cette personne-là n'a pas une historique qui ne serait pas opportun pour que cette personne-là puisse agir comme assistant auprès de l'assisté. Ça, c'est la première démarche. On va aussi faire en sorte qu'on va procéder à une entrevue avec l'assistant et l'assisté. Pourquoi? Dans chaque cas, il va y avoir une entrevue avec l'assisté d'abord, pour bien s'enquérir que l'assisté comprend bien la portée de sa demande. Est-ce que l'assisté, malgré certaines difficultés, comprend bien et c'est ça qu'il souhaite, vraiment ça qu'il souhaite, d'être assisté dans sa prise de décision et c'est vraiment cette personne-là qu'il a choisi comme assistant. Ça, c'est une première portion de l'entrevue. Et cette entrevue-là va pouvoir être faite soit par un représentant du curateur ou soit par un juriste avocat ou notaire. Rassurez-vous, il y a un canevas d'entrevue qui a déjà été établi par des experts. Et cette entrevue-là, qu'il soit devant un notaire, un avocat ou un employé du curateur, ça se trouve dans la même dynamique, dans la même thématique et selon le même canevas. Alors, il n'y a pas de différence d'entrevue pour être le plus objectif possible. Et la deuxième partie de l'entrevue, ça va se faire conjointement avec l'assisté et l'assistant pour leur expliquer exactement leur rôle, la portée de l'assistance. Donc, de dire à l'assistant, tu ne pourras jamais signer pour l'assisté. Voici la limite et voici tes responsabilités. Donc, une fois avoir tout fait ça, puis que c'est fait à notre satisfaction, ben, on va accréditer, entre guillemets, l'assistant et on va l'inscrire dans le registre des assistants. Et à partir de ce moment-là, l'assistant pourra aider et supporter la personne qui est assistée. Il y a des fils de protection qu'on a établis dans la loi. On va faire dans tous les cas des recherches d'antécédents judiciaires de l'assistant pour savoir si l'assistant a un dossier judiciaire comme on a pour être sûr que c'est une bonne personne à guillemets. On s'est donné au terme de la loi un pouvoir d'enquête sur dénonciation. Alors, s'il y a quelqu'un qui soupçonne un agissement malencontreux de l'assistant, je ne sais pas, moi, l'assistant incite l'assisté de vendre son immeuble à sa conjointe, la moitié du prix, bon, etc. Tous les exemples sont là. Donc, on essaie de minimiser le plus possible les malveillances de la part de l'assistant. La mesure d'assistance peut être retirée en tout temps par l'assisté. Alors, l'assisté nous appelle, il dit, moi, je ne veux plus que ce soit telle personne pour l'assistant. Évidemment qu'on retire son nom dans le registre. La mesure d'assistance a une durée de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'assisté se repose la question. Et de faire en sorte qu'après 3 ans, on recommence la demande et donc il y aura une autre entrevue pour être sûr que cette personne comprend toujours la portée de sa demande.
Et entre-temps, ben, si la situation évolue concernant la cité, il y aura toujours moyen de mettre fin là, à l'assistance si besoin, sur dénonciation, soit du médecin traitant, soit de l'assistant lui-même. L'assistant aura un rôle aussi de nous dire, ben, je pense que mon assisté là, est plus en mesure de bien prendre des décisions, etc. Alors, il y aura plus d'explications dans votre feuillet que vous allez recevoir. Mais je vous invite aussi là, de consulter notre site web au grand public. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je vous invite aussi à aller dans notre compte Facebook. Je vous invite à vous inscrire à l'Infonet, auquel on donne l'information continue au cours des prochains mois. Ça, c'est une source d'information importante. Je vous invite aussi, on a mis des webinaires à la disposition du public que vous pouvez vous inscrire ponctuellement sur la loi. Alors, il y a une foule de véhicules d'information qu'on a mis en branle pour donner le maximum d'informations au public. Alors, je ne sais pas si Julie, j'ai oublié quelque chose dans la mesure d'assistant. Peut-être en une minute, juste pour bien circonscrire le rôle de l'assistant. Dans ça, alors, ça va être une mesure qui va permettre de parler au nom de la personne, mais pour prendre des décisions à sa place. On va pouvoir obtenir de l'information, mais pas signer à la place de. Donc, ce n'est pas de la représentation, c'est vraiment de l'assistance. Puis, on est venu le prévoir. On dit qu'il est autorisé à agir comme intermédiaire entre la personne et un tiers, y compris une personne tenue par le secret professionnel. Il est présumé agir avec son consentement. Donc, il peut donner, recevoir des renseignements et communiquer les décisions prises par celui-ci. Et le tiers ne peut refuser qu'il agisse à ce titre. Évidemment, il doit agir avec prudence, diligence, il doit respecter la vie privée de la personne. Il s'engage à faire valoir ses volontés, ses préférences et il ne peut recueillir ou communiquer des renseignements que dans le cadre de l'exercice de sa charge. Donc, on pense que souvent, ça va être suffisant pour venir aider des personnes qui sont en difficulté au lieu d'ouvrir des régimes de protection qui viennent leur retirer l'entièreté de l'exercice de leurs droits civils. C'est quand même une atteinte importante. Donc, c'est une mesure alternative. Ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, évidemment. Quand on parle d'inaptitude totale et permanente, on ne parlera pas d'assistance. Mais il peut y avoir certaines personnes qui conservent plusieurs capacités, puis ça serait suffisant pour eux. Peut-être une question que je vois là, dans le chat qui pourrait être répondue tout de suite, Julie. C'est concernant la personne, je vois le nom, Véronique Berry se pose la question, c'est quoi la différence entre l'assistance et la procuration? Alors, il y a une énorme différence. Julie, je vais te demander de l'expliquer. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, la procuration, elle cesse d'être valide aussitôt qu'il y a une inaptitude. Alors, c'est important de faire la distinction. C'est sûr que l'assistance, faut que la personne ait quand même certaines capacités, mais il peut y avoir quand même une aptitude partielle. Donc, la procuration ne serait plus valide. Aussi, l'autre différence importante, c'est que la procuration, on parle vraiment de représentation. Donc, on va avoir tous les pouvoirs de décision et de signature sur les biens de la personne, ce qui n'est pas le cas de l'assistance. L'assistant n'a pas ces pouvoirs-là, ne peut pas signer à la place d'eux ou prendre la décision à la place d'eux. Il vient conseiller, il vient aider, il vient accompagner, il vient obtenir de l'information au besoin, il communique les décisions, mais la personne qui est aidée garde l'entièreté de ses droits civils et l'entièreté de ses droits. Ce qui est la grande différence, parce que plusieurs personnes qui souhaitent être aidées dans leur quotidien par une autre personne, le fils ou le frère ou peu importe, la mère auprès de son enfant qui a une déficience intellectuelle, ou pas une forte déficience, mais une déficience légère, le père ne veut pas nécessairement que son fils puisse signer en son nom, puis agir en son nom et tout. Il veut juste se faire aider. Il veut conserver l'exercice des droits, puis il veut être capable de décider lui-même, puis de signer les documents nécessaires lui-même. Alors, c'est là qu'on va rentrer en ligne de compte l'assistant. Pensez aussi à la prochaine aidance. Il y a plein d'aidés qui ne souhaitent pas donner une procuration aux aidants, mais qui veulent juste que ces personnes-là puissent leur donner un support pour qu'ils puissent agir eux-mêmes sur leur vie. Alors, il y a une différence d'application et de perception. L'autre différence aussi, c'est que il y a toujours un problème, même aujourd'hui, de savoir si la procuration sur laquelle une personne agit est toujours valide. Parce que il n'y a pas de registre des procurations. On ne sait pas si la personne qui a donné la procuration est toujours apte.
Alors, il y a toujours une imprécision juridique à savoir si le procureur, le mandataire, a toujours le pouvoir de faire ce qu'il prétend avoir, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier, sinon que si on connaît le mandat initial. On peut peut-être ajouter, parce que là, on parlait de la procuration générale, mais il y a des gens qui se signent toujours de petites procurations à droite à gauche dans tous les organismes gouvernementaux. On pense que l'assistance va vraiment venir uniformiser dans la mesure où il y a un registre public. Ça va s'appliquer à tous les organismes, ministères, compagnies, secteur privé ou secteur bancaire. Donc, il va pouvoir être consulté par tous les intervenants. Donc, il n'y aura plus cette nécessité-là de faire différentes démarches. Écoutez, pour conclure sur la mesure d'assistance, nous, lorsqu'on a évalué le nombre potentiel de demandes d'assistance qu'il pourrait y avoir au cours des 4 ou 5 premières années de notre de la loi, c'est il y a 2 ans, il fallait faire l'évaluation parce qu'on s'adressait au ministère des Finances pour avoir des budgets, n'est-ce pas? On est arrivé à établir ou à évaluer à peu près autour de 5 000 demandes pour les 4 ou 5 premières années de notre guerre. Évidemment, au fil de la commission parlementaire, des rencontres qu'on a eues, de toutes les conférences qu'on a données, c'est bien clair qu'on était en deçà de l'évaluation. L'évaluation était trop conservatrice. Là. Alors, on a demandé à une firme externe il y a quelques mois qui ont une expertise pour évaluer ce genre de choses-là. Et ils sont arrivés avec une évaluation pour la première année d'une demande d'assistance entre 15 000 et 25 000 demandes. Donc, une médiane de 17 000 demandes à la première année. Alors, vous voyez que je pense que c'est pas présomptueux de penser que cette demande-là va être forte parce qu'il y a plein de personnes qui lorsqu'on explique cette mesure-là, voient déjà une personne à qui ça pourrait être utile. Alors, nous, rassurez-vous, on établit vraiment des façons de faire pour prévoir les débordements, pour trouver des palliatifs, pour répondre à la demande si jamais on arrive à ces demandes-là. Alors, voilà pour la mesure d'assistance. On pourra y revenir, si vous voulez, là, au terme des questions. Il y a plusieurs questions. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tous, mais peut-être une rapidement. Là, je me demande si ça va être obligatoire pour aider quelqu'un. Évidemment que la mesure d'assistance ne sera pas obligatoire. Si vous ne rencontrez pas d'obstacles dans votre quotidien en aidant la personne, il n'y a pas de nécessité. Mais nous, c'est vraiment lors des consultations un besoin qui a été fortement exprimé par plusieurs proches aidants. C'est une mesure qui existe ailleurs, par ailleurs, dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Ce qu'on a fait, nous, lorsqu'on a travaillé sur la mesure d'assistance, c'est qu'on a fait l'analyse de ce qui se passait particulièrement en Europe et aussi dans les autres provinces canadiennes. Et on a pris le meilleur. Donc, on n'a pas inventé la mesure d'assistance, mais la mesure qui a été adoptée, je vous dirais vraiment qu'on a pris les meilleures pratiques de toute l'analyse qu'on a faite, et on pense vraiment que cette mesure-là va répondre adéquatement, encore une fois, aux besoins de la population. Écoutez, c'est une nouvelle mesure. Alors, on verra à la suite à l'entrée en vigueur, mais si je me fie au nombre d'entretiens et de rencontres qu'on a eues avec les groupes communautaires, avec les autres professionnels, avec les ministères concernés, moi, je pense que 17 à 25 000 demandes la première année, c'est pas... je pense que c'est plausible. Alors, deuxième mesure, le régime de tutelle. Il y a d'autres mesures, mais peut-être qu'on ne passera pas sur la représentation temporaire. Je vais peut-être parler de le régime unique, le régime de protection de la tutelle. Alors, c'est ça, tout à l'heure, je vous disais, au Québec, actuellement, il y a 3 sortes de régimes de protection. C'était compliqué pour le commun des mortels. Les gens avaient ou même pour les juristes qui travaillent dans le domaine, les gens avaient de la difficulté à s'y retrouver. Alors, on est venu simplifier. Maintenant, il va subsister que le régime de tutelle. Pourquoi? Le conseiller au majeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça n'a jamais vraiment levé. Je pense qu'il y en a à peu près 200 au Québec. Et le régime de curatelle, c'était quelque chose qui était quand même stigmatisant pour les personnes. Alors, dorénavant, on va parler d'unique régime de tutelle qui devrait être modulé selon les capacités des personnes. Alors, à chaque fois que le tribunal va devoir ouvrir ce régime de protection-là, il va devoir se poser les questions sur les facultés. Donc, est-ce que la personne peut gérer son salaire? Est-ce qu'elle peut contracter pour ses besoins ordinaires? Est-ce qu'il y a lieu de confier sa garde? Est-ce qu'elle peut voter? Alors, ça va être un régime personnalisé dans l'objectif de préserver le plus possible l'autonomie de la personne quand c'est possible de le faire. Alors, il va, à l'aide de l'évaluation psychosociale, déterminer le degré d'autonomie et déterminer les actes qu'elle peut poser seule, et le régime va être adapté à sa situation personnelle.
si le tuteur va devoir tenir compte des volontés et des préférences de la personne, ça a l'air bête à dire comme ça, mais ce n'était pas campé dans la loi. Alors maintenant, on vient en faire une obligation et devra faire participer la personne à la prise de décision dans la mesure du possible, évidemment. Donc, c'est vraiment encore dans l'objectif de valoriser son autonomie et de préserver l'exercice de leurs droits le plus possible. Alors, je vois un commentaire que le son est difficile. Oui. Est-ce que c'est une personne qu'on voit sur le chat, là, mais est-ce que chez Généralisé, vous entendez mal? Est-ce que le son n'est pas terrible? Je vais essayer de parler plus fort. Ma voix ne porte pas autant que celle de Denis. Le son est bon. C'est correct. C'est bon. Alors, pour la tutelle, ça fait le tour. Je te laisse un mot sur... Pardon, je vais parler de la bonification du mandat de protection. Alors, une des carences du mandat de protection qu'on connaît actuellement, ça a été souligné par plusieurs juristes et plusieurs groupes communautaires notamment, c'est que le mandataire, lorsqu'il est nommé, lorsqu'il rentre en fonction, vous savez que le mandat prend son essor le jour où une personne devient inapte et que cette personne-là est déclarée inapte par une homologation de mandat par la Cour supérieure. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où le mandataire peut agir, donc selon les pouvoirs qui étaient établis dans le mandat. La difficulté du mandat actuellement, c'est que le mandataire n'a pas d'obligation de faire l'inventaire au début. Il n'a pas d'obligation de faire une reddition de compte à qui que ce soit. Et de telle sorte que, malheureusement, c'est pas dans tous les cas, là, mais on retrouve fréquemment des malversations financières par des mandataires dans le cas de suite à un mandat de protection, parce qu'ils rendent compte à personne de son administration. Puis, contrairement à un tuteur ou un curateur privé, actuellement, nous, on a un devoir de surveillance auprès de ces personnes. Mais comme un mandat homologué n'est pas une mesure de protection, n'est pas un régime de protection, nous n'avons pas d'ascendance et de devoir de surveillance et de pouvoir de surveillance auprès de ces personnes. Alors, on a tenté de pallier à cette carence-là par la loi. Et dans la loi, on vient préciser que, évidemment, tous les mandats qui sont faits à partir de juin 2022, dans tous les cas, dans les 60 jours de l'homologation du mandat, le mandataire devra dresser un inventaire des biens du mandat pour bien s'enquérir de l'actif du mandat au début de sa fonction et voir aussi ce qui reste lors de la reddition de compte finale au décès de la personne qui est devenue inapte. Première disposition importante pour protéger davantage le mandant. Deuxième disposition, le mandant devra obligatoirement prévoir dans son mandat que le mandataire devra rendre compte de son administration de façon sporadique et régulière à une tierce personne, pour que cette tierce personne-là puisse évaluer si le mandataire gère bien les biens du mandat qui est inapte et a une saine gestion de l'ensemble de son patrimoine. Tout ça fait en sorte que nous pensons qu'on va minimiser et qu'on va protéger davantage le mandataire. Le mandat, pardon. Alors, voici pour les dispositions d'amélioration du mandat. Je pense que on peut quasiment, parce qu'il y a d'autres dispositions, là, mais comme je pense que vous avez plusieurs questions, je peux peut-être laisser le temps de répondre à certaines questions. Je ne sais pas si la personne qui est animatrice peut nous soulever des questions. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le chat? Je peux déjà faire celles qui sont dans le chat. Je sais qu'il y en a aussi sur Facebook, de ce que je comprends. Effectivement, on a un petit quart d'heure effectivement pour prendre des questions, mais si vous avez terminé votre présentation, on pourra passer à la période de questions-réponses. Est-ce que ça vous convient? Oui, je pense que c'est bon de laisser le loisir aux gens de poser des questions. Là. Si vous avez des précisions, bien, encore une fois, je vous invite à lire toutes les sources d'informations que j'ai mentionnées tantôt. C'est vraiment des documents qui sont bien faits, qui sont clairs, puis qui, je pense, vont répondre à vos questions. Effectivement, on a reçu pas mal de questions pendant votre présentation. Je vais y aller en rafale. Oui. Peut-être pour présenter davantage la mesure d'assistance, parce que c'est quand même des modifications assez importantes à la loi
qui vont entrer en vigueur. Alors, vous avez parlé notamment des ministères, de certains partenaires. Est-ce qu'il y aura une liste des personnes qui auront accès au registre de la mesure d'assistance pour consultation? Parce que là, effectivement, Revenu Québec, vous avez peut-être parlé également des entreprises de communication. Est-ce que ça sera disponible? Je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de liste parce que c'est un registre public. Donc, tout le monde... Dans la liste des partenaires, pardon. Donc, OK, donc n'importe qui peut... N'importe qui peut avoir accès au registre public. C'est un registre public, donc ça le dit. Donc, une banque, une institution fédérale ou provinciale, peu importe, va pouvoir s'assurer que Denis Marcellet, qui prétend être l'assistant de Louis-Joseph Marcellet, bien, qu'il est bien toujours assistant et qu'au-delà de la lettre d'accréditation qui va être sur la signature, auquel je confirme que cette personne est assistant, cette lettre-là va peut-être dater d'1 an ou de 2 ans. Fait que moi, je veux m'assurer, partenaire ou intermédiaire, que cette personne-là est toujours assistant, que l'assisté n'a pas retiré le titre d'assistant entre-temps. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Donc là, justement, vous avez parlé de la possibilité de retrait de la mesure d'assistance. Donc, généralement, est-ce que vous avez défini une durée de la mesure d'assistance? 3 ans. C'est 3 ans, mais renouvelable. C'est clair que c'est renouvelable, mais on voulait laisser le loisir, c'est important, à la personne, à l'assisté. Je vous rappelle que l'assisté a consommé tous ses droits. C'est lui qui est maître de sa destinée, l'assisté, même s'il a certaines difficultés. Il y a plein de monde qui ont certaines difficultés et qui sont capables de fonctionner, mais qui ont besoin d'aide. Alors, l'assisté pourra toujours, en tout temps, durant la période de 3 ans, dire « je ne l'aime plus, je trouve qu'il n'est jamais disponible » ou peu importe. Puis nous, on ne jaugera pas du motif, là. Il y a juste à communiquer avec nous par les véhicules qu'on lui mettra à sa disposition, téléphone, peu importe, pour dire « je voudrais que telle personne soit retirée ». S'il va en nommer un autre, on va faire la procédure. Et encore là, c'est toujours une procédure là, qui, dans le cadre du curateur, pas d'intervention judiciaire. Ça, c'est bien important pour nous. Pas que j'aime pas les tribunaux, j'ai travaillé pour les moduler, les améliorer, mais c'est justement pour ne pas alourdir les tribunaux. Puis souvent, c'est pas nécessaire. Là. On n'a pas d'intervention d'experts externes, médecins, travailleurs sociaux. On n'a pas ça dans la mesure. Donc, justement, pour faciliter le processus, est-ce que vous avez également défini une durée entre la demande de la part de l'assisté pour une mesure d'assistance et le moment où, justement, elle fera partie du registre ou elle est inscrite dans le registre de mesures d'assistance? Le processus durera combien de temps? On a prévu que du début à la fin du processus, c'est environ 60 jours, donc 2 mois, pour avoir l'accréditation. Bon, j'applique un petit bémol. C'est ça qui est prévu. On ne l'a pas vécu encore, mais les procédures ont été faites, ont été conçues, la structure organisationnelle est faite pour ça. Mais écoutez, si on reçoit 42 000 demandes le premier mois, peut-être qu'au début, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est pas ça qui est prévu. Honnêtement, là, je pense que c'est tout à fait plausible et réaliste que de dire en espace de 2 mois, tout va se faire. Parce qu'on ne sera pas les seuls qui vont pouvoir le faire. Il va y avoir tous les juristes du Québec qui vont pouvoir aussi faire la portion de... Parce que la portion qui est la plus engageante en temps, dans la mesure d'assistance, c'est l'entrevue. Alors, l'entrevue qui va pouvoir être faite par un juriste, puis il y a des gens aussi qui m'écoutent probablement qui disent, mais moi, faire une entrevue avec une personne que je ne connais pas, qui est un employé du curateur public, je vais peut-être un peu être mal à l'aise. Je vais même bien aller voir mon notaire, mon avocat que je connais, puis parfait, nous autres, on va encourager ça, il n'y a aucun souci. Il y a un problème, il y a aussi un souci de proximité avec chacun des citoyens. Il y a des notaires avocats dans toutes les régions du Québec, dans le nord, jusque dans le nord, dans le sud, dans l'est. Alors, il y aura cette alternative-là qui pourra permettre une plus grande diffusion. Aussi, dans le processus d'acceptation d'une mesure d'assistance, est-ce que vous avez aussi inclus un processus pour la contestation de la part justement des personnes
Oui. de l'assister. Puis comment ça va se faire? Est-ce que une mesure d'assistance va être rendue publique d'abord pour que les proches puissent contester? Est-ce que c'est le curateur qui va contacter les personnes? Comment est-ce que vous prévoyez les choses? Évidemment qu'on ne voudrait pas rendre public une mesure d'assistance comme motif le nom parce que les proches ont un motif sérieux. Si on regarde la ligne de temps, on reçoit l'assistance le 1er juin. Dès qu'on reçoit la mesure de la demande, on signifie à 2 des plus proches parents qui nous ont été mentionnés parmi les 5, dès lors, dans les jours qui vont suivre la réception de l'assistance, la demande d'assistance, on donne 30 jours à ces 2 proches parents-là pour nous signifier si on a une objection majeure, sérieuse. C'est pas, j'aime pas ma belle-fille et je veux pas qu'elle soit ma assistante de mon. Il faut que ça soit sérieux. Puis pendant ce mois-là, nous, ben, on prévoit la rencontre avec l'assisté, qui peut être virtuelle, qui peut être physique, qui peut être selon les moyens technologiques qui vont nous permettre. On le vit, les moyens technologiques, il y a un an et demi, là, on voit que ça peut se faire, qui peut être en physique aussi, en présentiel aussi. Et durant ce mois-là aussi, on va vérifier les antécédents judiciaires. Tout se fait en concomitance avec les autres gestes, de telle sorte qu'après le 30 jours, après avoir passé les entrevues, on se donne peut-être dans un mois et demi, on va émettre l'accréditation puis inscrire au registre. Ce n'est pas des gestes au plan administratif qui sont lourds. C'est l'entrevue, dans le fond, qui va demander de l'énergie en temps. Et pour ça que le délai de 2 mois, nous, on est tout à fait à l'aise. C'est ce que je dis depuis le début, puis ce que j'ai dit en commission parlementaire. On est tout à fait à l'aise dans le délai de 2 mois, qui est un délai tout à fait acceptable. Si on compare à l'ouverture d'un régime, qui peut prendre, dépendant des districts judiciaires, là, de 12 à 15 mois, des fois 8 mois, mais c'est surtout moyenne d'un an. Il y a des coûts. C'est cher en ouverture de régime. Il y a de l'intervention de médecins, de travailleurs sociaux. Quand c'est pas, je ne dis pas que dans certains cas, ce n'est pas nécessaire parce que les personnes ont besoin de régime de protection. Mais on pense que dans certains cas, même dans plusieurs cas, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Parce que je voyais dans le chat que certains des gens, la nuance n'est pas si évidente que ça entre certaines difficultés et une aptitude. L'important pour nous, c'est toujours les 2 critères à se poser. Est-ce qu'une personne qui est devant nous, qui veut avoir une mesure d'assistance, est capable de manifester son intérêt d'être assistée, dire pourquoi, moi je veux être assistée dans le quotidien, tout ça, puis qu'elle comprend, puis qu'on s'assure que la personne qu'elle a choisie, elle n'a pas choisi avec un bras en arrière du dos. C'est ces 2 critères-là. Le reste, là, le reste d'entrevue, ça va être pour prévoir et expliquer exactement les limites du pouvoir de l'assistant, les responsabilités de l'assistant aussi. Puis surtout, de faire en sorte d'expliquer à l'assisté que hey, tu vas conserver tous tes droits. Tout l'exercice, tu ne perds rien. Là. Ta dignité humaine, tu la retrouves là, tu abdiques sur rien, alors que ce n'est pas nécessaire d'aller ouvrir le jeu de protection. Je ne sais pas si c'est trop clair, là. Donc, justement, beaucoup de questions par rapport à la mesure d'assistance versus la procuration. Au même titre que la procuration, est-ce que la mesure d'assistance devient invalide une fois que l'inaptitude est constatée? Vous y avez répondu, mais peut-être un peu plus de précision. Non, non, évidemment, mais c'est pour ça qu'on a prévu un processus de révision aux 3 ans. Donc, la durée de vie de la mesure d'assistance, c'est vraiment 3 ans. On va reposer la question à chaque fois. Est-ce qu'il y a eu une dégradation des capacités cognitives qui nécessite maintenant vraiment plus de protection, puis qui nécessite l'ouverture d'un régime? C'est possible. Donc, peut-être que la mesure d'assistance va être bon un temps, puis après, il va falloir, dépendamment du diagnostic ou de la nature des difficultés. Ça va être vraiment des cas d'espèce, mais je vous avoue que, évidemment, s'il y a quelqu'un qui me dénonce que la personne, l'assistée, sa maladie s'est vraiment aggravée et que là, la mesure d'assistance va cesser, c'est bien clair, là, puis ça va être peut-être l'ouverture de régime qui va être nécessaire, mais une ouverture de régime qui va être adaptée aux forces et aux faiblesses de la personne. Pas du copier-coller où on va enlever ou on va abdiquer tous les droits de la personne si ce n'est pas nécessaire. Vous voyez que la mentalité et le changement de culture de la loi est là. C'est vraiment mettre la personne au centre. Puis, tu sais, une procuration, encore une fois, c'est pas tout le monde qui veut donner une procuration. C'est pas tout le monde qui veut donner pouvoir
plein pouvoir à une autre personne d'agir pour et en son nom. Puis, tu n'abdiques pas sur tes droits de procuration, mais tu donnes tous tes droits à une autre personne d'agir en ton nom. C'est pas confortable pour plusieurs personnes. Il y a plein de monde là, qui probablement nous écoutent, qui peut-être vont peut-être réfléchir à donner une procuration éventuellement, si c'est nécessaire, versus une mesure d'assistance, parce qu'eux vont avoir leur contrôle de leur destinée, de leur décision. La mesure d'assistance va leur octroyer ça. Ils abdiquent pas sur leur pouvoir. Oui. Dans l'entrevue, justement, que vous avez prévue avec la personne assistée, il y a certains troubles neurocognitifs où justement, la capacité d'autocritique n'est pas toujours présente. C'est par exemple le cas des démences frontotemporales. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix que cette entrevue soit faite par le curateur public ou par un juriste ou un notaire versus une travailleuse sociale, par exemple, et donc la composante de l'évaluation psychosociale soit quand même incluse dans le processus pour éviter que des personnes soient potentiellement avec des pertes cognitives, potentiellement à borderline, là, excusez-moi le terme, de l'inaptitude, et qu'elles puissent donc quand même faire une demande d'assistance. D'abord, je dois vous rassurer que le canevas d'entrevue qui a été réalisé, c'est un canevas d'entrevue qui a été réalisé par des experts de toute expertise confondue. C'est vraiment un canevas d'entrevue qui va permettre à un juriste, au même titre qu'un notaire ou un avocat. Donnez l'exemple d'un notaire. Notaire de profession, c'est plus facile pour moi d'en parler. L'exemple d'un notaire qui reçoit une personne pour signer un testament. Le notaire n'a pas de formation médicale, n'a pas de formation de travailleur social, mais son rôle premier au notaire, c'est de s'assurer que la personne qui est devant lui, que cette personne-là est en mesure de signer un acte notarié et donc elle est capable de donner un consentement libre et éclairé et qu'elle est apte. La mesure d'assistance, ça ne va même pas jusque-là. La mesure d'assistance, c'est de s'enquérir de la personne a bien compris qu'elle voulait être, elle comprend qu'elle veut être assistée dans sa prise de décision, que c'est elle qui va continuer à prendre ses décisions, puis qu'elle a bien choisi son assistant. Alors, quand vous me dites les notaires et l'avocat, est-ce qu'ils vont être en mesure de jauger ça? Assurément. Puis nous, les employés du curateur public, ben, on est dans le monde de l'inaptitude depuis 75 ans. Alors, la majorité des curatrices déléguées sont dans le domaine du social, qui émergent alors, on a une expertise assurée, puis c'est pas un rapport psychosocial qu'on a produit, c'est juste de s'enquérir de. Écoutez, le jour où on aura un doute certain sur la capacité de compréhension de la personne, ben, on agira en conséquence à ce moment-là. C'est pas une obligation, là. On agira en conséquence. Puis les gens qui l'entourent, cette personne-là, tu sais, si moi je suis nommé pour mon père, par exemple, je vais être le premier si jamais je vois que mon père, son degré a augmenté de façon importante au cours des dernières années, depuis que j'ai été nommé, puis que là, qui ne comprend plus rien. J'ai pu prendre la chance, moi, que mon père continue à signer des choses et des documents, et les intervenants vont voir aussi que cette personne-là n'est plus en mesure de signer quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'il faut toujours avoir l'esprit que l'assistant n'a qu'un pouvoir de l'assister et l'aider dans sa prise de décision. Il n'abdique pas sur son pouvoir décisionnel. Alors, le rôle de l'assistant est pas mal moins périlleux que le rôle d'un mandataire, d'un procureur, qui lui peut signer à la place de l'autre. Fait que si la personne à qui si mon père m'a donné une procuration, puis il ne comprend plus, qu'il n'est pas en mesure de discerner, là, prendre une bonne, puis que j'ai une procuration, c'est bien plus périlleux à ce moment-là que moi, je continue à agir sur la procuration en prétextant que mon père a tout à fait sa capacité mentale. Et je pense que c'est aussi un point important, vous l'avez dit et redit, je pense, à plusieurs occasions, mais je pense qu'il y a encore une confusion dans les questions que l'on reçoit par rapport aux personnes qui vont avoir accès à la mesure d'assistance. Cela ne concerne pas les personnes inaptes. Non, je vais le dire autrement. Okay? Oui. Parce que j'ai dit au début de la présentation, je sais que c'est une nuance qui est pas difficile, qui est difficile à saisir, mais c'est comme ça.
On ne parle pas d'aptitude ou d'inaptitude dans la mesure de l'assistance. On n'est pas dans un régime de protection. On parle d'une personne qui a certaines difficultés. C'est large comme un autobus. Là. Ça peut être une personne qui a des difficultés de langage, qui n'est pas capable de s'exprimer, mais qui est capable de comprendre très bien, qui est capable de prendre des décisions. Ça peut être une personne vieillissante qui a de la difficulté à interagir avec les tiers pour bien comprendre, là, mais qui est capable de prendre des décisions. Écoutez, j'allais vous dire que vous allez voir une campagne de publicité prochainement. Vous allez voir dans une des capsules la mère et son fils. Le fils a difficulté d'allocution, il parle, là, mais le fils aujourd'hui prend toutes les décisions, signe son rapport d'impôt, a un petit travail. Il y a une déficience Il y a intellectuelle. une déficience intellectuelle, mais c'est tout le temps lui qui sait. Sa mère l'aide à l'expliquer et tout. Mais sa mère, à chaque fois qu'elle interagit avec un ministère quelconque ou un organisme, il faut toujours qu'elle raconte sa même histoire, qu'elle signe des documents, qu'elle fait ce qui est par son fils. Ça vient lassant. Pensez à tous les prochains mois, c'est la même affaire. Alors, une fois que la mesure d'assistance va être établie dans son cas, puis il est apte à cette mesure d'assistance-là, cette personne-là. Elle a certaines difficultés, mais pas assez pour ne pas comprendre ce qu'il veut. Hein? Si on lui demande pour qui il va voter pour les prochaines élections, il sait déjà qui il va voter. Ici, pourquoi il ne votera pas pour telle personne? Je ne vous dévoile pas pour qui il va voter, là. Mais vous voyez, là, il y a des difficultés, certes, mais pas assez pour justifier l'ouverture de régime. Peut-être qu'aujourd'hui, dans la loi actuelle, comme il n'y a pas d'autres alternatives pour aider sa mère en question âgée qui n'a pas répété tout le temps la même chose, puis signer des procurations, peut-être que si cette solution-là n'existait pas, ça serait l'ouverture de régime. Écoutez, j'ai encore 2-3 minutes. Oui, allez-y, allez-y. Les gens sont encore connectés. Je vous donne un autre exemple. Durant toute l'élaboration de la loi, dès le début, là, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, on a établi des groupes consultatifs, un groupe des représentants des associations communautaires, un autre groupe des autres professionnels, puis un autre groupe des ministères organismes. Parmi les groupes communautaires, il y en avait 20-25. Ils étaient tous là, d'ailleurs. Puis vous étiez, je pense, votre fédération des signataires. Bon, alors, vous savez de quoi je parle. Depuis le tout début, l'ensemble des partenaires nous ont participé à l'aventure, non seulement pour la rédaction et l'alignement de la loi, non seulement pour la commission parlementaire où ils sont tous venus l'un après l'autre, mais aussi encore aujourd'hui, les groupes communautaires, il y a eu, je pense, 13 rencontres, 14 rencontres depuis l'année passée, depuis le vote de la loi, pour là, on est à une autre étape, déployer correctement la loi pour que ça réponde correctement à la population que ça va desservir. Alors, je dis tout ça parce que lorsqu'on a fait la conférence de presse, lorsqu'on a annoncé le dépôt du projet de loi en avril 2020, j'ai réuni l'ensemble des présidents, des DG, des groupes communautaires à un restaurant avant la cérémonie. On a fait un tour de tous les représentants parce qu'ils ne se connaissaient pas nécessairement. Chacun se présentait. Chacun disait on est content d'être là, on va déposer, etc. Il y a une personne qui me dit, M. Marcellet, puis à toutes les fois que je compte ça, j'ai encore de l'émotion de compter. Là. Elle dit, M. Marcellet, elle dit, Marie vous remercie. Qui, Marie? Elle dit, c'est ma fille. Elle dit, elle vous remercie parce qu'avec la loi qu'on va déposer ensemble, Marie, je vais pouvoir continuer à être sa mère après, quand ça va entrer en vigueur. Je ne serai pas sa tutrice. Je vais être capable de continuer à porter le nom de mère. Il y a eu un silence de mort autour de la table parce que je pense que cet exemple-là explique clairement l'importance que ça peut donner aux personnes qui ne veulent pas nécessairement déclarer une acte si ce n'est pas nécessaire que ça soit. La mesure d'assistance, moi, j'y crois profondément. Puis, ça fait 2 ans que j'en parle, puis j'en chèque encore, tellement je trouve que c'est bon cette mesure-là, parce que je suis sûr qu'elle va desservir un grand nombre de citoyens. Je vais arrêter parce que je pourrais vous en discuter jusqu'à demain matin.
dans les changements qui sont apportés justement au régime de protection, au mandat de protection particulièrement, donc il y aura l'inventaire des biens, il y aura la reddition de comptes. Justement, à qui est-ce que le mandataire devra rendre des comptes? Est-ce que ça sera uniquement au curateur ou il y aura… oui, allez-y. Idéalement, pas seulement au curateur, parce qu'on va être inondé de reddition de comptes. Moi, je pense que ce qui s'est dit en commission parlementaire, c'est qu'évidemment, le mandant, celui qui donne, va suggérer une personne, un proche, un tiers, pour un tiers autre que le mandataire qui a choisi pour faire l'édition de compte. Mais il s'est discuté en commission parlementaire, il peut arriver qu'un mandant, il y a un mandataire, mais il n'y a pas d'autres personnes proches qui pourraient nommer comme personne qui va recevoir l'édition de compte. Et à ce moment-là, on a dit qu'on pourrait agir comme personne tierce pour recevoir les redditions de compte des mandats. Je pense pas que, évidemment, je ne souhaite pas qu'on soit nommé la personne tierce dans tous les cas parce qu'on n'y arrivera pas. Mais je pense que comme soupape, comme solution, ben, à ce moment-là, on va agir comme on fait pour les tuteurs, là, où on reçoit les tuteurs privés, où on reçoit la reddition de compte, on l'analyse. On fera la même chose pour les mandataires, là, si jamais il n'y a pas de troisième personne. Il y en a qui ont un conjoint, mais ils n'ont pas d'autre famille, ou ils ont un beau-frère. C'est embêtant de nommer le beau-frère, la personne, la conjointe qui va faire la reddition de compte au beau-frère. Des fois, il peut y avoir des situations un peu particulières, mais je pense que ça valait le coup d'exiger qu'il y ait une reddition de compte, par exemple, au profit de la protection des personnes qui sont, au moment où ils font le contrat apte, mais qui sont maintenant inaptes le jour où ça va être en fonction. Et vous avez effectivement mentionné la liste des 5 personnes. 2 d'entre elles vont être contactées justement oui. pour… dans la situation où effectivement on vit un vieillissement de la population, où parfois les liens familiaux ne sont pas aussi importants qu'avant, est-ce que cette liste doit obligatoirement avoir 5 personnes ou le nombre est variable? Vous avez de très bonnes questions, Julie. Ben, en fait, non, on a prévu effectivement que les familles sont de taille de plus en plus réduite et des fois, il n'y a pas 5 parents à notifier. Là. Donc, il y a une dispense qui est possible quand il n'y a pas 5 personnes à notifier. Comme c'est le cas pour les régimes de protection actuellement, c'est le même fonctionnement pour un régime. Il faut trouver une liste de 5 personnes. C'est souvent difficile. Il y a une dispense qui est prévue. Alors, ça va être la même chose pour la mesure d'assistance. Dans le fond, on voulait éviter la situation qu'on vit de temps en temps dans les ouvertures de régime, où on convoque, puis il n'y a pas le quorum parce que les personnes, il n'y a pas assez de membres. Et il faut convoquer. C'est l'éternel recommencement. Alors, on s'est dit, on fait une convocation et donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir obligatoirement une liste de 5 personnes. Mais on va notifier aux 2 personnes qui sont mentionnées. Évidemment. Alors, je regarde effectivement s'il y a d'autres questions auxquelles vous n'auriez pas parlé avec tous les échanges qu'on a eus. Merci d'ailleurs pour votre ouverture. On a reçu énormément de questions, mais c'est aussi des questions qui, je veux dire, pour lesquelles ça revenait assez souvent. Là. Vous y avez répondu à différentes manières, différents moments. Non, mais je rassure les gens qui sont encore restés avec nous dans une centaine. Je ne sais pas, on était combien au début, là, mais je n'ai pas regardé. Mais je vous rassure tous là, que les questions que vous avez soulevées, là, c'est des questions qu'on a dans toutes les conférences. La distinction entre la procuration et la mesure d'assistance, elle n'est pas évidente à comprendre. La nuance n'est pas évidente. Elle est fort importante. C'est 2 choses vraiment différentes, mais elle n'est pas évidente à comprendre. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone si les gens veulent accéder directement au curateur public pour avoir des questions? S'ils ont des questions sur la nouvelle loi, on a un numéro de téléphone qui est dédié à ça. Donc, vous donner. C'est 1844 le curateur, si je me trompe pas. C'est 1844 le curateur ou 1844 532 8728. On a aussi une infolettre à laquelle les gens peuvent s'abonner sur notre site web là, pour avoir plus d'informations. Parfait. Bien, toutes ces informations vont être partagées effectivement avec les personnes qui étaient présentes avec nous aujourd'hui. Pardon. Est-ce que, justement, la loi entre en vigueur l'année prochaine, en juin 2022? Peut-être plus vers la fin qu'au début juin, là, parce que les gens qui travaillent activement depuis 1 an et demi à mettre en œuvre tout ça, ils veulent avoir le plus de temps possible. Là.
Probablement que ça va être vers la fin juin 22. Donc, au-delà justement de la sensibilisation qu'il va y avoir auprès des personnes pour se faire valoir d'une mesure d'assistance, est-ce que de la formation est prévue, par exemple, pour les partenaires, oui, il y a les ministères, il y a les agents de communication, il y a les banques, il y a les assurances, mais parfois, le premier, finalement, frein qu'on a, c'est au niveau de la réceptionniste. C'est au niveau de la personne qui va prendre l'appel et « Ah ben non, vous ne pouvez pas parler parce que vous n'êtes pas la personne au dossier ». Est-ce que vous avez justement cette sensibilité par rapport vraiment à une formation qui viendrait rejoindre le plus de professionnels ou de personnel qui seraient impliqués dans cette mesure-là? Je dois vous dire qu'il y aura une formation obligatoire accréditée pour les avocats, notaires et travailleurs sociaux. Et les autres ordres, les comptables, les CPA et le Collège des médecins aussi sont en ligne avec nous. Évidemment qu'on donne beaucoup d'informations auprès des groupes communautaires et qu'on est toujours ouvert s'il y a une formation plus spécifique, soit de la donner ou que je risque de la donner. On a une équipe de communication, je vous disais, qui est forte chez nous. Vous allez voir par la documentation. On a toutes sortes de moyens qui vont permettre de donner des informations, mais si ça, ce n'était pas assez, là, on avisera, puis on donnera ouverture à d'autres moyens. Il y aura aussi de la publicité. J'aime pas le terme publicité, là, mais il y aura des communications qui seront faites. Vous avez vu probablement la première vidéo qu'on a faite l'année passée de la petite révolution, où c'est la démonstration que c'est un travail collectif. C'est pas, on n'a pas fait ça en catimini au planteur public cette fois-là, on a fait ça à la participation de tout le monde. Il y a une autre séance de communication, comme j'ai dit, qui va se passer à la mi-juin, donc très prochainement, la semaine prochaine. Si on avait été un peu plus tard, j'aurais dévoilé les capsules, là, mais je vous invite à être attentif sur notre site web, à la presse mobile, de voir les capsules qui sont fort bien faites. Et on va avoir tous des scénarios qui vont s'accélérer au rapprochement de l'entrée en vigueur de la loi. Puis le pic des communications, pas des communications, mais des publicités pour inciter les gens à s'intéresser davantage, va être évidemment entre janvier 2022 et jusqu'au mois de septembre 2022, mais ça va être en continu. On s'est fait accorder un bon budget des finances pour les communications et la gestion de changement. Il y avait deux enjeux majeurs dans cette loi-là. Parce que c'est un changement de culture, c'est costaud, c'est des communications. Puis c'est gestion de changement. La gestion de changement à l'interne, parmi nos 800 employés, mais aussi la gestion de changement au sein de tous les partenaires, tous les ministères. On est en ligne avec les ministères concernés constamment. On a un comité stratégique, un comité tactique. Écoutez, ça fait plus de 2 ans qu'on a établi ces relations-là, puis on continue. Ça va être la force du succès de cette loi-là, cette espèce de convergence-là de tout le monde qui va faire en sorte que ce n'est pas notre projet de loi, ça va être le projet de loi de tout le monde. Alors, une dernière question. Dans vos estimés, justement, vous êtes passé quand même de 5 000 de mesures d'assistance sur 5 ans à plus de entre 15 000 à 25 000 uniquement pour la première année. Quel a été le facteur qui a fait que, justement, vous pensez qu'il va y avoir beaucoup plus de mesures d'assistance qu'initialement prévues? D'abord, la raison qui nous a motivés à aller à du fait externe, dont on a une expertise pour établir ces genres d'évaluation-là, c'est qu'avec toutes les rencontres qu'on a eues, la commission parlementaire est un bon indice. Même les gens des ministères, là, au Trésor, au Conseil électoral, on a dit que ça va être pas mal plus populaire que ça. On s'est dit, je pense qu'on a vraiment, mais on a fait cette évaluation il y a 2 ans. C'était un peu difficile de voir l'ampleur. Nous, on y croyait, là, mais des fois, tu crois à quelque chose, mais c'est quand les autres te disent qu'ils croient que ça prend de l'ampleur. C'est suite à ça que s'est déclenché cette analyse-là. Bon, c'est-tu 15 000, c'est-tu 10 000, c'est-tu 25 000? Je ne sais pas. Mais nous, on va faire en sorte qu'on va se structurer pour prévoir s'il y a des débordements. Dans le fond, et si on veut répondre à la demande, il n'y a rien de pire que si on est dépassé par les événements, puis que la première année, ça prend 1 an et demi avant. Ça, on ne veut pas ça.
C'est clair, là. Ceux qui me connaissent savent très bien que moi, je ne veux vraiment pas ça. On va s'équiper pour faire en sorte de répondre à la demande par toutes sortes de façons. On est en train de faire ça. Par des mandats qu'on va donner à l'extérieur. On a toutes sortes de manières à faire en sorte. On a des ressources supplémentaires du présent aussi qui vont nous permettre de combler cette augmentation-là. Puis, écoutez, j'ai gagé, moi, pour les Maple Leafs de Toronto derrière et j'ai perdu. Alors, je ne me risquerai pas pour faire des gageures, pour savoir combien on va avoir pour la prochaine année. Peut-être avec le temps. Je serai plus en mesure de vous dire au mois de septembre 2022, on va voir comment ça va partir. Là. Mais il y a tellement d'attentes. Puis je vous dis, par rapport à la prochaine danse, moi, quand je l'ai parlé à Marguerite Bibb, quand j'ai rencontré des regroupements, l'appui et tout, là, pour ne pas les nommer, les prochains ans de la prochaine danse, parce que c'est deux termes qui sont utilisés invariablement selon l'organisation à laquelle on s'adresse, tout le monde en voulait. Fait que, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça va être plus que 5 ans. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Maître Marcellet, d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Merci à tous les participants d'avoir participé aussi activement par vos questions. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré. Je vous enverrai par la suite un formulaire d'évaluation, de même que l'enregistrement pour que vous puissiez justement le partager dans votre réseau. Donc, le prochain webinaire va avoir lieu le 1er septembre. Donc, on prend cette petite pause estivale et on aura cette fois-ci un duo. Donc, ça sera Dr Chantal Viscogliosi et Dr Marie-Josée Drolet qui vont nous parler des enjeux éthiques pour prévenir la maltraitance organisationnelle. Alors, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous pour cette excellente vulgarisation également de la mesure d'assistance. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et on aura certainement l'occasion encore d'échanger sur la mesure d'assistance. Et puis, vous pouvez bien sûr compter sur les sociétés Alzheimer pour en faire la promotion. Parce qu'effectivement, il y aura encore beaucoup d'informations, de sensibilisation à avoir. Alors, merci. C'est des personnes, vos membres, ce sont des personnes qui, dépendant du degré d'Alzheimer, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, mais il y a des étapes où ces personnes, vos membres ont tout à fait les capacités, ont peut-être certaines difficultés, mais jamais nécessaire pour un régime. Alors, je pense que ça s'adresse spécifiquement aux membres. Permettez-moi aussi, avant de terminer, de remercier votre nom, Julie, qui m'a accompagné dans cette conférence-là, puis que moi, je ne peux rien faire sans elle maintenant. Alors voilà. Mais merci à vous tous d'avoir été présents, en aussi grand nombre. Et on se donne un autre rendez-vous probablement. Excellent. Merci beaucoup encore, Julie. Merci. Merci. Au revoir.